Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres, l'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Mélissa Carlier, donc encore une fois ma consoeur kinésithérapeute qui va venir cette fois-ci nous parler du flux instinctif libre. Si vous l'avez loupé, on a déjà enregistré un épisode ensemble sur la symptothermie qui est une méthode de connaissance du cycle que je vous invite fortement à aller écouter. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler plutôt d'une phase de notre cycle qui est le moment de nos menstruations, donc de nos règles. Et le flux libre instinctif, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode, entre guillemets, qui pourrait nous permettre de mieux vivre nos règles et d'avoir peut-être un peu moins peur de cette fameuse tache qui pourrait venir tacher nos vêtements et donc faire découvrir à tout le monde que nous avons nos règles. Bref, j'ai souvent des questions par mes patientes de cette technique pour savoir est-ce qu'elle est bonne ou néfaste pour le périnée, est-ce que c'est vraiment possible ou pas ? Et bien la réponse dans cet épisode. Allez, je te laisse écouter, belle écoute. Bonjour Mélissa et bienvenue à nouveau sur Anahata Podcast pour ce deuxième épisode, car pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, nous avons enregistré un premier épisode sur la symptothermie. Mais aujourd'hui, on va parler du flux libre instinctif. Donc bonjour Mélissa et bienvenue à nouveau sur Anahata Podcast. Bonjour Maïté et merci beaucoup de m'accueillir sur ce sujet que j'adore. Donc c'est vraiment un plaisir de parler de ça. Ah, plaisir partagé parce que du coup j'ai plein de questions à te poser. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour ceux qui ne t'auraient pas déjà écouté sur la symptothermie ? Bien sûr, alors je m'appelle Mélissa Carlier, je suis tout comme toi kinésithérapeute, mais aujourd'hui je suis surtout conseillère formatrice en symptothermie, donc la méthode d'observation du cycle, et en continence menstruelle ou flux libre instinctif, qui est une méthode qui permet aux femmes de libérer leur flux menstruel, leurs règles directement aux toilettes. Enfin, on va en parler dans les détails. Mais voilà, donc du coup, j'accompagne les femmes à gérer leur cycle naturellement à travers Cyclo Intima, qui est ma petite entreprise que j'ai créée. Je fais des formations en ligne, des accompagnements, etc. Alors du coup, comme tu l'as dit, tu es formatrice du coup en flux libre instinctif. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et surtout peut-être comment t'en es arrivée à découvrir en fait le flux libre instinctif ? Alors oui, le flux libre instinctif, c'est quoi ? En fait, c'est une manière de gérer ses menstruations, je dirais sans serviette ni tampon. C'est-à-dire qu'on va apprendre à se reconnecter aux signaux de nos corps. On va conscientiser vraiment comment se passent nos règles, nos menstruations, pour aller libérer de manière consciente et volontaire le flux directement aux toilettes. Donc ça ne s'appuie pas en fait sur un travail musculaire. Il ne s'agit pas de serrer le périnée toute la journée, coincé pour pas que ça coule, parce que sinon ce serait invivable et c'est pas du tout le but. Le but, c'est de gagner en confort en fait. Donc on se rend compte que on a été énormément conditionné à avoir une image des règles comme quelque chose que l'on subit, qui nous échappe, avec cette trouille, ce tabou, ce traumatisme de la tâche, etc. Qu'on a toutes plus ou moins vécu une fois dans notre vie. Oui. Et en fin de compte, on n'a jamais imaginé que le corps est intelligent et que peut-être qu'il aurait imaginé autre chose pour nous. Et tout comme, alors c'est pas exactement similaire à la continence urinaire, hein, ça s'appuie pas sur les mêmes mécanismes parce qu'il n'y a pas de sphincter, mais tout comme la continence urinaire, on passe par une phase d'apprentissage, c'est l'acquisition, ça n'est pas vraiment inné, c'est acquis. Et donc il existe des stratégies pour apprendre à notre corps, c'est psychomoteur en fait, à déterminer
à quel moment je dois aller aux toilettes. Mais sur ça, je pense que du coup, il est important de préciser quelque chose, c'est qu'on a des fois tendance à croire que nos règles, du coup, c'est comme un robinet qui est ouvert et que ça coule tout le temps. Je pense que tu vas nous dire que c'est pas forcément le cas. C'est ça. Alors comment déjà exactement au début ça fait tilt, mais attends, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle raconte? Bah oui, en fait, déjà faut comprendre une chose, c'est que les règles ne coulent pas en continu, hein. C'est vraiment des phases. Alors déjà pour comprendre comment la méthode est possible, faut comprendre comment fonctionnent les règles. Et déjà ça répond à énormément de questions. Comme je te disais tout à l'heure en off, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet en ce moment qui sera sorti, je en parle maintenant parce que le podcast il va rester aux éditions Jouvence en 2022. Et la première étape, c'est de mettre en place, de comprendre les mécanismes. Ah oui, donc notre corps, il aurait peut-être déjà des attributs permettant ça. Bah oui, parce qu'en fait, quand on a nos règles, comment ça se passe? L'utérus, il va libérer le sang. En fait, les règles, c'est une libération de l'endomètre pour refaire un nouvel endomètre en vue de nouvelles ovulations, etc. Donc l'endomètre, il se détache pas d'un seul coup en une seule fois, ce serait trop douloureux, etc. Donc l'endomètre, il va se libérer sur 4-5 jours et par phase. Donc l'utérus se contracte, donc c'est une contraction de l'utérus qui va libérer une partie de l'endomètre qui va s'écouler, s'écouler le long du col de l'utérus, le long du vagin pour se déverser à l'extérieur. Puis il y a une phase de pause pour après reprendre une nouvelle contraction et une nouvelle libération d'une partie de l'endomètre. Ok? Qu'est-ce qui se passe? En fonction du jour où on est dans notre cycle, la fréquence de ces contractions, elle est plus ou moins éloignée. On peut avoir, par exemple, le premier ou deuxième jour des règles, sur 3 heures, une fréquence très rapprochée, puis après on a des contractions qu'une fois toutes les 1 heure ou 1 heure et demie. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que le sang, une partie de l'endomètre se libère qu'il faut courir aux toilettes et qu'on a 5 minutes pour aller se rendre aux toilettes parce que le sang s'échappe. Non, parce que une fois qu'il y a une partie de l'endomètre qui se libère, dans notre corps, il semblerait qu'il y ait des systèmes un petit peu de rétention passive. C'est-à-dire que le sang serait capable de se loger. Dans certaines parties, il va s'écouler lentement parce que le sang, il est visqueux, c'est pas comme de l'urine, quelque chose qui file. Le sang des règles, c'est une composition de plusieurs choses et du coup qui s'écoule lentement. Et en plus, le vagin, c'est, même si dans les représentations, on a l'impression que c'est un tuyau vide et ouvert, non, c'est en fait 2 parois accolées l'une contre l'autre. Donc imaginez un liquide visqueux comme du miel, par exemple, c'est pas tout à fait comme du miel, mais quelque chose d'épais qui s'écoule contre 2 parois accolées, ça prend du temps. Et du coup, on a quand même une demi-heure au moins entre le moment où on a une contraction et le moment où le sang se déverse à l'extérieur pour se rendre aux toilettes. Donc quand on comprend ça, on se dit ok, déjà en fait l'urgence que je ressens, elle n'est pas si urgente si je suis connectée et je sais anticiper ce qui se passe dans mon corps. Donc c'est vraiment un travail d'anticipation, de reconnexion. Et en général, quand le sang, quand on se fait surprendre, c'est qu'en fait ça a débordé parce que ça allait, soit on a eu 2 contractions rapprochées et qu'on n'est pas allé vider le sang entre les deux, donc ça déborde. Soit on a trop attendu et du coup le sang est descendu parce qu'on n'arrête pas sa descente, mais elle est quand même lente et du coup au bout d'un moment ça s'écoule. C'est pas grave. C'est pour ça qu'en fait moi cette méthode j'adore l'associer aux culottes menstruelles. Je suis sponsorisée par aucune marque de culottes menstruelles. Il y en a plein qui se développent en ce moment, donc c'est génial. Il y a le choix et à chacune d'aller vers le style, le prix qui lui correspond, etc. Mais je trouve que la culotte menstruelle, c'est vraiment l'outil de prédilection qui permet d'enclencher le fibre instinctif parce que ça vient déjà nous sécuriser. Il faut savoir que quand on démarre, on est souvent un peu exigeante envers soi-même. Donc si ça nous a échappé, on pense qu'on a raté, mais on voit pas toutes les fois où on a libéré le sang et en fait, elle est là la réussite. C'est que c'est progressif, faut pas être trop pressé. Ça se fait cycle après cycle. Et en plus de ça, libérer son sang dans un tissu, c'est pas si facile que ça. Et ça vient, on va dire, créer un petit frein mental qui est suffisant pour que le corps capte plus de sensations. Créer un léger inconfort tout en restant en sécurité. Et ce léger inconfort permet de développer plus nos ressentis, en fait.
Et du coup, on est vraiment plus à l'écoute plutôt que du coup de perdre notre sang directement dans une protection qui en fait est jetable, quoi. Exactement, et c'est un peu, moi j'aime bien comparer ça à l'apprentissage de la continence urinaire chez les enfants. Bah, tant qu'on a la couche, on n'a aucune raison de faire un effort, parce que le cerveau est fondamentalement feignant. Si à côté de notre lit on a notre téléphone portable ou on a un livre, eh ben on va beaucoup plus facilement se morfondre à se balader pendant une demi-heure sur notre téléphone. Et prendre notre livre, ça va demander un petit peu plus d'énergie. Et du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pareil pour un enfant qui apprend à faire pipi dans le pot. Tant que tu lui mets la couche, ça va pas ticter. Mais le jour où tu lui dis, bon, bah, t'es grand maintenant, on va enlever la couche, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir ce feedback, il va se tromper, enfin, il va apprendre, en fait, il va expérimenter, il va faire pipi sur lui, et c'est normal, c'est partie de l'expérience, il va se rendre compte que c'est mouillé, que c'est inconfortable, et il va, du coup, développer les ressentis. Son cerveau va lui envoyer les signaux qu'avant il ne percevait même pas parce qu'il n'avait pas besoin de les percevoir. Et qu'il n'était pas à l'écoute de son corps parce qu'il ne ressentait pas le besoin à ce moment-là. Mais c'est ça, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'info, tu vois. Alors que là, il va se dire, oh là là, mais attends, je suis mouillée, non mais ça va pas. Et du coup, il va commencer à se rendre compte quand sa vessie est pleine, à mettre en place aussi des stratégies avant d'aller à l'école, je vais aller faire pipi, etc. Et voilà, ça se met en place. Et ben la continence menstruelle, le flux libre instinctif, c'est pareil. D'accord. Et du coup, quels signes on peut avoir pour justement savoir que notre utérus, il se contracte? Alors, du coup, on est toutes plus ou moins différentes, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités, mais ce qui revient souvent, ça va être... Donc, bon, déjà, il y a des femmes qui ont une forme de douleur ou d'écran, donc ça bon, c'est facile. On peut avoir une lourdeur dans le bas-ventre, tout simplement, donc c'est pour ça que c'est très subtil, parce que quand on n'est pas très connecté, cette lourdeur, elle peut vraiment passer inaperçue, puis après, on apprend à la voir, à la déceler, donc ça peut être une petite lourdeur dans le bas-ventre, une tension dans le bas dos, parce que bah voilà, l'utérus, quand il se contracte, il vient tirer sur des structures ligamentaires, etc. Donc ça a des répercussions aussi sur son environnement. Donc des tensions dans le bas dos. Ou alors, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit en hygiène naturelle infantile. J'aime bien faire les rapprochements comme ça avec le bébé et l'enfant. L'hygiène naturelle infantile, c'est apprendre à repérer un bébé qui a besoin de faire pipi, de faire caca, etc., même un nourrisson. Et ben, il va un peu se dandiner, il va un peu manifester des trucs dans tout son corps. Ouais, avoir besoin de bouger. Ouais, avoir besoin de bouger, tout ça, et c'est pas trop pourquoi. Et ben en fait, moi j'ai déjà remarqué ça chez moi par exemple, d'être sur une chaise en train de travailler, puis d'un seul coup, je sais pas, je suis plus à l'aise, tu sais, j'arrête pas de changer de position, etc. Et en fait, c'était ça, un des signes, tu vois, qui me disait, là, il se passe quelque chose dans ton corps, en fait. Donc, je me dis, ah ok, 5-10 minutes après, si je vais aux toilettes, j'adopte la bonne position, je peux libérer mon flux quand du coup je suis disponible à ça. Et du coup, c'est quoi la bonne position pour libérer son flux? La bonne position pour libérer son flux, c'est la bonne position pour aller à la selle tout court, c'est-à-dire quand on est sur le siège des toilettes, mettre 2 pieds sur un tabouret pour avoir les genoux au-dessus du niveau des hanches et faire une petite inclinaison avec le tronc un petit peu en avant, ce qui permet de créer une légère ouverture, tu vois, au niveau des tuyaux, du vagin, etc., pour que le flux se libère plus facilement. Et aussi la petite stratégie, le petit tips, c'est d'attendre quand on va uriner un petit peu plus, 1 minute, 30 secondes de plus, parce que l'urine s'écoule beaucoup plus vite, comme je disais tout à l'heure, que les règles, que les menstruations. Et du coup, ça nous est tout arrivé d'aller aux toilettes et de une demi-heure après, d'avoir nos règles qui coulent dans notre serviette alors qu'on était aux toilettes 1 minute avant et c'est trop con. Oui, ou alors de faire pipi, de se relever et du coup de foutre du sang partout au moment où tu te relèves, quoi. Et là, t'es là, non mais c'est une blague. Exactement. Et ça, c'est courant. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on était aux toilettes et puis quand la vessie se vide, ça vient quand même faire des petites pressions un peu sur le vagin, etc. Enfin, je veux dire, c'est un environnement où tous les organes sont accolés. Donc, ce qui se passe dans un organe a des répercussions sur les autres. Donc, du coup, le sang est en train de descendre. Et puis, comme ça prend un peu plus longtemps, on lui a pas laissé le temps de s'échapper. Que nous, on s'est déjà relevé pour partir. Et il a su, il faudrait rester 30 secondes de plus pour que là, le sang s'écoule, en fait, aux toilettes. Donc c'est ça, en fait, le flux libre instinctif, c'est ça. C'est plein de petites stratégies qui passent par comprendre
comprendre comment ça se passe, faire des liens de cause à effet, etc., pour gagner en confort. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus confortable si à chaque fois qu'on va... En fait, à la fin, moi, j'arrive, pour être honnête, au stade où je ne calcule même plus que j'ai mes règles, parce que je vais vider mon sang à chaque fois que je vais faire pipi. Donc, je regroupe les deux moments, fin de l'histoire. Ouais, donc c'est le gros avantage, quoi. Ah bah oui, donc c'est pas je passe ma journée aux toilettes, c'est quand je vais faire pipi, et comme normalement il faut suffire ça, et donc là moi je rajoute juste un truc en plus, c'est que je m'hydrate un peu plus quand j'ai mes règles, pour aller plus souvent uriner, et pour que ça se fasse plus naturellement. Et du coup, il suffit de rajouter un ou deux thés de plus dans la journée, une ou deux tisanes, ou de boire un petit peu plus, et puis on s'écoute, et on ressent, et en fin de compte quand on va uriner, le sang il se libère parce qu'on attend. Et il y a ça, plus le fait, parfois on peut y aller que pour libérer le sang. Mais on arrive, moi je sais que j'arrive à ce stade-là de pratique, ça fait des années que je pratique maintenant, où les deux moments sont liés, quoi, tu vois. Mais du coup, comment tu fais la nuit? Ça, c'est une bonne question parce que la nuit, on dort. Bah oui. Donc, on peut pas être connecté à notre utérus toute la journée. Mais en fait, il se passe quelque chose d'assez étonnant. C'est que c'est le cerveau qui prend le relais. C'est pour ça que on se rend compte que c'est un apprentissage psychomoteur et que c'est pas mental. Ça demande pas de la concentration, ça demande de la connexion à soi-même. Parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau a bien compris. Comme un enfant, encore une fois, je réitère, comme un enfant, la nuit, il se stresse pas. Hein. Nous, la nuit, on se retient d'uriner sans problème. Hein. On n'a pas peur de se faire pipi dessus. Et ben en fait, on se rend compte que déjà, on peut libérer notre utérus, notre vagin avant d'aller dormir pour libérer ce qui potentiellement peut être présent. Puis après, on va se coucher. Et en fait, souvent, les femmes disent qu'elles n'ont plus leurs règles la nuit, comme s'il y avait une intelligence intérieure et il n'y avait plus de contraction de l'utérus la nuit. C'est très, très courant. Très vite, au bout de 2 ou 3 cycles, même parfois des premiers cycles, parce qu'il suffisait d'enclencher le truc, tu vois. Donc voilà. Et ou alors, s'il y a des contractions, ça nous réveille et on sent qu'il faut qu'on aille aux toilettes. C'est marrant, hein? Oui, ah non mais complet, moi si tu veux ça me parle complètement parce que ça fait je crois 3 mois à peu près que du coup je me suis remis vraiment à du coup essayer de m'écouter par rapport aux contractions du coup de mon utérus. Merci à ma stagiaire Angélique qui était là et qui m'a posé la question en fait de mon avis sur le flux libre instinctif du coup où je me dis mince il faut que je reteste parce que je sais pas aller au bout de mon test la dernière fois et en fait là si tu veux les 2 derniers cycles en effet j'ai eu aucune du coup aucune perte en fait la nuit et au contraire du coup je me suis réveillée 2 fois en pleine nuit en me disant oh faut à tout prix que j'aille faire pipi mon dieu j'ai la vessie qui est ultra pleine et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma vessie mais c'était juste que du coup j'ai perdu beaucoup de sang à ce moment-là quoi. T'imagines? Ah non mais c'est un truc de dingue. Non mais c'est absolument merveilleux et t'imagines ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que finalement nous sommes pas faites pour ça? Ben si, moi je pense que c'est possible parce que du coup je suis en train de le vivre. Donc si tu veux, tu te dis ok, enfin. Moi je trouve ça bluffant. Moi depuis que j'expérimente personnellement ça et que j'accompagne les femmes parce que j'ai plus de 600 femmes qui ont pris mon atelier aujourd'hui, donc je pense avoir un peu de recul quand même. Je suis la première à être totalement choquée des résultats et de me dire mais en fait on nous a, je suis désolée mais on nous a menti, c'est pas possible quoi. On nous a fait croire un truc, on nous a fait croire que la Terre était plate et là je viens de découvrir qu'elle était ronde quoi. Non mais déjà on nous fait croire à la pub que notre sang il est bleu, bon déjà hein. Voilà, tu vois. Merci. Ça va, c'est mon adhésion, on arrive à se rendre compte que c'est pas comme à la télé. C'est ça. Mais t'imagines à quel point on nous a formaté pour un système, on nous a déconditionné, donc notre corps a totalement zappé une de ses capacités, et je pense que c'est pas la seule capacité qu'on a zappé, mais bon bref voilà. Et là on se reconnecte à quelque chose de fondamental, et c'est tellement naturel, c'est tellement pour notre corps intrinsèquement possible, qu'en fait il suffisait juste que nous on s'autorise à l'imaginer pour que lui il le fasse. Ça y est, enfin elle a pigé. Bon bah c'est bon, tu vois. C'est moi qui nous écoute, donc c'est bon, on lance le truc. Elle a enfin compris que j'étais pas complètement débile et que si il y avait 10 ans tous les mois, j'étais capable de le gérer. Alors après, c'est vrai qu'on a nos règles que 5 jours, 4, 5 jours, 3, ça dépend des femmes, mais par mois, entre guillemets. Et qu'après, il y a un temps où on oublie. Donc en fait, c'est pas comme la continence urinaire où par contre, on s'entraîne 5 fois par jour tous les jours de notre vie. Les règles, on s'entraîne qu'une fois par cycle pendant 4-5 jours et en plus, les derniers jours, on a moins de flux, etc.
Donc, faut avoir aussi cette tolérance dans la période d'apprentissage parce qu'on apprend, on désapprend, parce qu'après, pendant 2-3 semaines, il ne se passe plus rien, et puis on a nos règles, et puis on se reconnecte, etc. Donc, pour que ce soit vraiment intégré, ça prend un peu de temps, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait une petite étude parce que l'année dernière, j'ai fait un événement, un défi de continence menstruelle, et du coup, sur les femmes qui ont participé, 80% d'entre elles, au bout de 6 cycles, libéraient 80% de leur flux aux toilettes. Trop bien. C'est énorme, c'est énorme. Juste avec 3 ateliers en ligne. Juste, pourquoi juste? Parce que ça veut dire qu'il suffit que dans notre tête, on fasse la prise de conscience et qu'on libère certains conditionnements, en fait, pour que ça fonctionne. Et les autres, les 20 autres pourcents, il y en avait plein qui étaient entre 50 et 80, et il y avait personne qui était en dessous de 10%. Et je crois qu'il y avait qu'une personne qui était en dessous de 15 ou 20%. Et là, se pose la question de celle qui n'y arrive pas. Pourquoi elle n'y arrive pas? Et cette question, je l'adore, parce qu'en fait, le flux libre instinctif vient révéler tellement de choses de nous, de notre rapport à notre corps, de notre santé au niveau de notre périnée. Et donc, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Est-ce que déjà on a un équilibre, l'équilibre de notre périnée, on n'est pas trop hypotonique ou hypertonique? Est-ce qu'il n'y a pas un trouble? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de sensation? Quel est notre rapport à notre corps, notre rapport à notre sexualité? Est-ce qu'on n'a pas vécu des traumatismes et on n'est pas complètement coupé de nos sensations? C'est ça que ça vient révéler aussi. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Voilà. Dans notre lien à notre féminin, que ce soit purement physique, mécanique, ou que ce soit émotionnel. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on est d'accord qu'en fait, au final, le flux libre instinctif, en fait, on peut très bien le faire, par exemple, comme moi je le fais, ou de pas, du coup, évacuer tout le sang aux toilettes, mais ça nous permet, en fait, forcément d'utiliser moins de protection, ou par exemple, si on utilise une culotte de règle, ben, du coup, forcément, de devoir moins la laver, parce qu'au final, on l'aura moins souillée, au final. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de libérer tout le flux aux toilettes. Et pour être honnête, même moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très facile de libérer aujourd'hui 80 à 90% du flux aux toilettes. Je le fais sans effort et de manière très confortable. Mais les 10% restants, c'est ce que j'appelle le résidu de sang. C'est ce qui nous échappe parce que comme on n'a pas de sphincter, on peut pas empêcher le sang de s'écouler et il y a des petits résidus. Et ça, moi, je suis pas là pour me prendre la tête, hein, vivre mes règles, que ce soit quelque chose de cool. Donc, ces 10%, ces 20% qui restent, je me prends pas à la tête et je les laisse s'échapper dans ma culotte menstruelle. Mais du coup, j'ai une culotte menstruelle par jour, un peu tachée, et c'est rien, en fait, hein. Et puis, contrairement aux serviettes jetables, c'est pas plein de plastique, ça pue pas. C'est juste ça, c'est du sang qui sèche, on sent pas la sensation de mouiller. Enfin, vraiment, la culotte menstruelle, c'est énormément de confort par rapport à ça. C'est génial. Donc, quand on pratique le flux libre plus les culottes menstruelles, bah en fait, on tâche un tout petit peu la culotte. Ça dure toute la journée et voilà, c'est cool. Et moi, je sais que dans ma formation et moi-même, je développe des stratégies pour contrôler le sang à 100% quand on n'a pas les supports. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en formation. En plus, c'était marrant parce que c'est une formation avec 2 gasquets sur le périnée. Et d'avoir évidemment, comme la vie est bien faite, mes règles le premier jour. Et de pas avoir pris mes culottes et tout ça. Donc là, j'ai activé dans ma tête le bouton OK 100%. Donc j'ai pratiqué à 100%. Donc ça m'a demandé plus de connexion, plus d'attention, plus d'anticipation. Donc c'est quelque chose que je suis capable de faire, en fait. Mais que je le fais quand c'est nécessaire. Puis quand je suis à la maison, non, je suis tranquille et je me prends pas la tête par rapport à ça. Donc j'adapte ma pratique aussi à mes besoins, à quand est-ce que mes règles elles tombent, etc. Oui, complètement. Et ça me fait penser à quelque chose justement parce que moi je sais qu'en formation, on nous a déjà posé plusieurs fois la question. Enfin moi j'ai déjà eu des consoeurs en formation justement périnée qui posaient la question aux formatrices: quel est votre avis sur le flux libre instinctif? Et du coup, malheureusement, j'ai l'impression de souvent entendre en fait cette réponse-là qui est: ah bah oui, c'est bien, on aura encore plus d'hypertonie du périnée. Mais on est quand même bien d'accord que, en tout cas dans la manière dont toi tu l'expliques, le périnée en fait, il n'est pas du tout engagé. Enfin, on n'a pas besoin de contracter son périnée pour retenir le sang. Non, non, je suis très étonnée d'entendre ça parce que hypertonie du périnée, ça part du principe. En fait, quand tu comprends pas la méthode, tu crois que ça, tu crois que ça fonctionne sur une contraction des muscles. Mais ça, c'est pour les gens qui comprennent pas. D'ailleurs, je vais faire un post là-dessus
Mais d'ailleurs, dans Instagram, à chaque fois je parle de ça, non, ça n'est pas musculaire. Il faut un périnée équilibré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une hypotonie, une hypertonie, parce que sinon c'est beaucoup plus difficile de ressentir et de mettre en place les stratégies de stockage passif. Une femme qui a une béance vaginale, on peut se douter que forcément le sang il va s'écouler plus vite, ça va être plutôt anticipé, etc. C'est normal. Mais pour un périnée en bonne santé, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais à part, voilà, conscientiser, etc. Et surtout pas passer sa journée à serrer le périnée. Tu peux avoir, alors moi je sais que ce que j'appelle les contractions d'urgence, quand t'as trop attendu, tu savais, mais t'as trop attendu quand même parce que voilà, et là tu sens que c'est à la vulve, donc tu fais une mini contraction, mais de toute manière, soyons honnêtes, on le sait très bien, hein, le périnée on peut le contracter maximum 1 minute, après ça lâche. Oui, oui. Donc on passe pas notre journée, on peut pas passer une journée avec un périnée contracté, c'est impossible. Oui, puis ça serait même pas ça au final, parce que ça voudrait dire que du coup le sang reviendrait à stagner de nouveau dans notre vagin. Et je pense que s'il y a eu autant de scandales sur les tampons et le syndrome du choc toxique, et même sur des fois aussi un peu la cup, mais au final on n'a peut-être pas envie du coup de refaire ça en fait. Exactement. Et là tu aussi lèves une autre idée reçue, c'est qu'on pense qu'on garde le sang en soi pour le libérer aux toilettes, mais non, tu gardes rien en toi. Tu libères au bon moment. Et en plus, il se passe un phénomène absolument génial, c'est que ça soulage les douleurs. Parce que en fait, quand tu vas libérer ton flux au bon moment, le corps, la douleur, la crampe, etc., quand elle n'est pas pathologique, hein, je parle pas de l'endométriose, etc., est une information. Donc le corps n'a plus besoin de crier au secours parce qu'on l'entend pas et il sait que tu l'écoutes. Donc au lieu de crier, il se met à chuchoter pour te dire quand est-ce que tu as la contraction, quand est-ce que le sang s'écoule. Tu as cette tension dans le ventre, tu as cette petite gêne, tu vas libérer ton sang et là qu'est-ce que tu sens? Une libération. Ça fait du bien. Comme ça fait trop du bien d'aller faire pipi, tu vois. C'est ça. Libérer. T'as lu dans mes pensées, j'allais pile le dire. Voilà. Non mais c'est vrai. Et ça, cette sensation de libération a bien soulagé les inconforts qui étaient liés. Et parfois, on est gêné par nos règles. Et parce qu'il est le sang, il est là et il faut aller le vider. Mais non, on attend, on a un tampon, et c'est là, ça reste dedans en fait. Non, mais là, si tu vas aux toilettes et que tu t'assois et que tu attends suffisamment le temps pour que le sang il descende, le sang il coule, pouf, ça fait trop du bien, tu passes à autre chose. Et du coup, franchement, c'est une sensation qui fait du bien. Et du coup, on a parlé vaguement un tout petit peu de l'endométriose. On est d'accord qu'il n'y a pas de contre-indication du coup à le faire si on souffre d'endométriose. Il n'y a aucune contre-indication à l'endométriose. Parce que j'entends beaucoup des fois et ça m'énerve. Parce qu'on dit, parce que déjà, il y avait avant une croyance qui disait que l'endométriose c'était lié au reflux du sang dans les trompes. Je crois qu'aujourd'hui on sait que c'est plus ça. Cela dit, même si c'était ça, quand tu fais de fibre instinctive, tu gardes pas le sang en toi, donc le sang ne va pas faire de reflux. Et en plus, tu gardes beaucoup moins le sang en toi que si tu portais un tampon ou une cup. Hein. Je suis désolée. Mais du coup, enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins. Enfin, ton sang, tu le libères. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Après, limite, ça vient diminuer les douleurs. Ça vient t'aider à gérer tes douleurs. Parce que ce qui fait mal, c'est de garder le sang. Donc là, tu sais, le sang, c'est pas que du sang. Il y a plein de composants et tout ça. Et ça vient aussi, comment dire, interagir avec ta muqueuse vaginale et créer des réactions à l'intérieur de toi, tu vois. Donc c'est ces douleurs-là, tu vois, aussi qui peuvent se manifester. Par contre, une femme qui commence à pratiquer le flux libre, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive, et qui a des douleurs de règles qui s'intensifient. Moi, ce que je dis, c'est dans ces cas-là, t'arrêtes complètement. Tu fais une pause de 2-3 cycles et tu reprends en 2-3 cycles. C'est qu'on a pris, entre guillemets, des mauvaises habitudes. C'est qu'on se met la pression et qu'on a tellement pas envie que ça coule qu'on passe la journée focalisée, crispée. Et là, on a cette hypertonie. Tu vois? Donc, on ne veut surtout pas. Donc, dans ce cas-là, eh ben, on arrête tout, on se fout la paix, on laisse couler, hein, vraiment. Et je pense même que pour pratiquer le flux libre, il faut tellement être en adéquation avec ses menstruations qu'il faut laisser couler aussi de temps en temps, juste pour prendre conscience que tout est OK.
Parce que si t'as la flip que ça coule, parce que je sais qu'aux États-Unis, j'avais entendu une vidéo, une femme qui disait pour pratiquer le flux libre, faut mettre sa plus belle lingerie. Bah ouais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te fous une pression monstrueuse pour contrôler ton flux. Donc t'es en mode, comme je disais, 100%, mais t'es pas bien, quoi. Tu vois? C'est un peu du forcing, c'est pas l'idée, hein, tu Ouais. vois. Non, j'avoue que je valide pas non plus, quoi. Je trouve que c'est un peu Moi, trop j'aime bien les fort, quoi. méthodes douces. J'aime bien Pareil. la douceur, j'aime bien la bienveillance, j'aime bien la simplicité, etc. Donc voilà, moi je pense que si vraiment il y a des douleurs qui arrivent quand on se met à pratiquer, ce qui est rare, et ben on arrête, on fait une pause et on réessaye 2-3 mois après pour voir ce que ça donne, tout simplement. Ok. Et une autre question là qui me vient, c'est du coup, comment est-ce que tu fais quand, par exemple, tu vas faire du sport ou si, par exemple, tu vas aller te baigner? Oui, et ben écoute, tu vois, c'est une bonne question parce que ici je vais souvent me baigner, donc même quand j'ai mes règles, je vais me baigner. Euh, il y a plusieurs techniques. Soit en fait, tu associes le flux libre enfin, tu prends le flux libre quand c'est plus confortable et tu dis bon bah quand je vais à la piscine, je vais pas me prendre la tête, je mets un tampon parce qu'il faut avoir confiance, très confiance en soi quand même. Hein. Soit moi clairement aujourd'hui j'arrive au stade où avant d'aller me baigner, je vais vider mon sang et après je vais à l'océan. Et en plus j'ai envie de te dire bon dans l'océan ça pose pas de problème, mais tu vas pas faire ça à la piscine. Mais si je sens que j'ai une contraction dans l'océan, je libère mon flux, tu vois. Je suis hyper moins libérée par rapport à ça, tu vois. Ah ben, il faut, c'est naturel, quoi. C'est tout à fait naturel, voilà. Mais en général, il n'y a vraiment pas besoin parce que j'y vais, enfin, je sais libérer mon flux quand je vais aux toilettes avant d'aller me baigner. Et en plus, il y a un phénomène qui est un peu particulier, c'est que je sais pas vraiment pourquoi, mais souvent, j'ai l'impression que l'eau, la piscine et tout, ça vient couper un peu les règles. Comme si ça venait arrêter, stopper les contractions. Donc je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça, qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de ça. Donc voilà, bon ça c'est pour le côté piscine. Après pour le côté sport, de toute manière, bon, avoir une activité sportive intense quand on a nos règles, c'est peut-être pas le bon moment. Cela dit, si on n'a pas le choix, et ben soit on anticipe le flux et on va libérer le sang en toilette avant. Et si on peut pas parce qu'on fait des grosses sessions de sport et tout ça, bah écoute, dans ces cas-là, on a toujours la culotte menstruelle ou autre. Hein, voilà, tu vois, faut pas non plus se mettre une pression monstrueuse. C'est que des moments. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est comment je gère dans ma journée. Mais dans ma journée, il y a plusieurs moments. Et après, comment je gère dans ces moments-là. Mais il faut après prendre du recul et savoir s'adapter à la situation. Oui, puis encore une fois, on n'est peut-être pas sur du 100%, donc essayer de se dire, ok, les moments où je fais du sport, ben, j'accepte que peut-être que ça sera le moment où du coup je me concentre pas sur ça. Par contre, au boulot, je peux peut-être un peu plus y penser. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise parce que le travail de conscientisation qu'on va faire tout le reste de la journée va nous servir et on va se rendre compte par soi-même. Parce que les questions que tu poses, comment je fais la nuit, comment je fais quand j'ai du sport, c'est des peurs de quand on pratique pas encore, par exemple, et qui sont tout à fait légitimes parce que quand on pratique, on se rend compte que le corps, lui, il sait gérer. C'est pas nous qui gérons, c'est le corps qui gère. Donc, et c'est nous qui trouvons nos propres stratégies. Donc en fait, tout ça, c'est quelque chose qui vient s'élucider par soi-même en vivant les situations tout simplement. Ouais, c'est ça. Et dernière chose, j'avais une question du coup sur Instagram quand j'avais ouvert la boîte aux questions justement sur le flux instinctif libre. Ça m'avait dit, est-ce que du coup, c'est quand même possible de le faire quand on a des règles très abondantes? Eh bien, alors, ma réponse, elle est que oui, parce que, encore une fois, quelles sont tes attentes? C'est-à-dire, est-ce que c'est déjà pas cool de libérer 50% de ton flux très abondant en toilette? Même si t'es pas à 80%, est-ce que c'est déjà pas super confortable de se dire, eh ben, parce que quand t'as des règles abondantes, bah, t'es bien content de pas changer de serviette tout le temps et que ça ne coule pas sur toi. Donc, c'est pas pouvoir, on va dire, bénéficier des passages aux toilettes pour uriner pour libérer ton sang. Donc, déjà, tu gagnes en confort. Donc, oui, c'est possible. Et en plus, il se passe un phénomène assez marrant, assez étonnant. Et j'ai ça aussi avec l'étude que j'ai faite suite à mon défi l'année dernière, j'ai relevé ça. C'est que dans les bénéfices secondaires, il y a beaucoup de femmes qui parlent d'une diminution de la durée des règles et de la quantité des règles.
Il y a une forme de régulation, je peux pas t'expliquer pourquoi, comment, qui se passe quand on pratique le flux libre. Est-ce que ça serait pas dû à ce que tu disais que le sang peut être peut stagner du coup dans un endroit du vagin et que du coup si tu l'évacues assez vite, bah, du coup il stagne pas donc forcément ça dure Bah, moins longtemps. je sais pas. Alors déjà, la notion d'abondance est très relative parce qu'on peut l'objectiver aujourd'hui à une échelle de mesure qui permet de savoir est-ce qu'on a vraiment des règles abondantes ou est-ce qu'on pense que c'est abondant. Il y a des femmes qui ont des règles vraiment abondantes, elles savent pas que c'est abondant, elles les estiment pas abondantes. Il y a des femmes qui ont des règles classiques, ordinaires, mais qui pensent que c'est abondant. Donc déjà revoir ce que c'est, récupérer l'échelle, j'ai plus le nom là mais récupérer cette échelle pour savoir est-ce que j'ai vraiment des règles abondantes. Déjà. Parce que c'est peut-être une croyance, parce que c'est une sensation, c'est une perception. Ensuite, expérimenter sans pression pour se dire, bah voilà, chaque coulée que j'arrive à libérer consciemment aux toilettes, c'est une coulée de gagné. C'est un gain. Et après, attendre de voir parce que je pense que, alors je sais pas, c'est que des hypothèses, mais peut-être que la durée des règles et l'abondance des règles diminue parce que finalement, tout est beaucoup plus concentré et on libère plus d'un coup quand on va aux toilettes. Tu vois? Donc moi, voilà, je sais pas. En vrai, j'ai pas la réponse. J'ai que des hypothèses, tout ça. Puis moi, mon expérience personnelle aussi, où je vois que quand je vais aux toilettes et comme je sais bah, que j'attends et que je vide complètement quand je vais aux toilettes mon sang, tu vois. Parfois, j'ai beaucoup qui s'écoule et peut-être que tu vois, genre la sensation d'avoir une coulée qui dure une éternité si elle s'était échappée dans ma serviette, pas au moment voulu et tu vois, enfin voilà, c'est vraiment en fonction de nos ressentis, etc. Et ça, c'est la perception des choses que l'on a aussi, tu vois. Donc bien voir un peu comment on les perçoit et quelle est la réalité là-dedans. Et même là ça me fait penser, je vais faire une mini parenthèse, c'était s'il y a des femmes qui nous écoutent et que justement elles ont testé les culottes menstruelles et que du coup en fait elles ont pas été ultra satisfaites parce que par exemple elles ont eu des fuites ou des débordements, etc. Moi perso ça a été mon cas. J'avais contacté du coup le service après-vente de la marque avec qui j'avais acheté la culotte, si vous voulez, qui m'a du coup au fur et à mesure en faisant plein de tests sur la culotte, m'a répondu qu'en fait apparemment je perdais du sang trop rapidement et que du coup la culotte n'avait pas le temps de en fait clairement absorber le sang. Et du coup c'est pour ça que ça Ouais, partait une sur les grosse coulée côtés. d'un coup, ouais. Exactement, et en fait c'était juste, enfin ma conclusion en tout cas, c'était qu'en fait vu que j'étais en train de me concentrer sur le flux libre instinctif, et bien du coup en fait je sentais que ça coulait, mais j'allais pas assez vite aux toilettes, enfin bref, et donc en fait ça a vraiment changé ma vie clairement, d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même, parce que du coup maintenant mes culottes menstruelles en fait ne débordent plus du tout en fait, parce que dès que je sens que ça coule, ben en fait j'y vais, et du coup la culotte elle a pas besoin d'absorber parce que c'est directement dans les toilettes quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu une patiente encore une fois à qui on en a parlé et qui, elle, du coup, ça a été le même constat en fait. Elle a dit que depuis qu'elle s'écoutait plus, ben en fait, elle garde la même culotte, mais au final c'est bon, il y a plus de soucis quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, merci, parce que j'avais pas vraiment. Bah, moi, c'est pas mon expérience, je l'avais pas vraiment réalisé. Mais c'est vrai que, en fait, moi, même, ça me fait l'effet inverse. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'échappe et que j'ai raté une coulée. Et en fait, je regarde, il y a quasiment rien. Il y a une petite trace. Tellement je suis sensible maintenant de tout ce que je ressens. Tu vois, c'est ça, tu développes tellement tes sensations que tu sens tout, même la micro-goutte qui t'a échappé, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, ça permet aussi de mieux vivre aussi de l'expérience des culottes menstruelles. Après, faut pas hésiter, mais je sais qu'aujourd'hui, il y en a pour vraiment pas cher. Mais je pense que ça vaut le coup parce que les culottes menstruelles, on les garde 7 ans, 10 ans. Enfin, moi, je sais que mes premières, je les ai gardées 5 ans. Et là, je m'en suis offert des nouvelles. Et c'est vraiment un investissement. Enfin, on attend, limite, moi, quand j'ai mes règles, je suis trop contente de mettre mes culottes, quoi. Avoir vraiment quelque chose qui nous plaît. Faut honorer nos règles. Faut honorer. Alors, ça fait peut-être un petit peu perché, mais c'est un moment il faut un peu changer le côté je subis, c'est tabou, c'est chiant, ça me bloque. Et puis se dire, c'est une belle opportunité de prendre du temps pour moi et de me coucouner. Donc, avoir aussi bah, les culottes menstruelles qui nous font plaisir, qu'on aime porter parce qu'elles sont toutes confortables et tout ça, bah, c'est un beau cadeau à se faire, je pense, tu vois. Oui, complètement. Je valide complètement. Parce que moi, franchement, je me demande comment j'ai pu faire avant sans culotte menstruelle.
Ah bah oui, mais moi, je serais incapable de revenir en arrière. C'est magnifique ce truc. Et en plus, la guerre, on a gagné la guerre, je vais te dire, parce que j'ai vu que des grandes marques comme Nana commencent à sortir leurs culottes menstruelles. Donc, je peux te dire que si même Nana commence à sortir des culottes menstruelles, c'est qu'ils se rendent compte que économiquement, les femmes commençaient à laisser tomber tous ces trucs jetables qui, soit dit en passant, c'est horrible pour la planète. Et on se dit, mais c'est nos choix de consommation qui changent le monde, quoi. Ah bah oui, ah non mais ça c'est C'est certain. magnifique. Et on va pouvoir acheter des culottes menstruelles chez Carrefour bientôt. C'est génial, tu vois. Donc voilà, je pense que en plus de notre vécu de femme et de tout ce que ça change pour nous, c'est beaucoup plus large que ça, ce qui est en train de se passer à travers le flux libre instinctif et les culottes menstruelles. Pour moi, c'est le combo gagnant, tu vois. Ah c'est sûr, c'est sûr. Enfin moi je valide aussi, tu prêches une convaincue en fait. Et du coup, il y avait une autre question, c'était quelles sont les erreurs toi que tu vois le plus en fait du coup à éviter quand on veut commencer le flux libre instinctif? Bah, la première erreur, j'ai déjà un peu mentionné, c'est de se foutre une pression et d'avoir trop d'attentes et d'être déçu. C'est-à-dire, ouais, moi j'ai essayé, ça marche pas. Ça, je l'ai entendu. Ok. C'est-à-dire, déjà, t'as essayé quoi? Et ça veut dire quoi, ça marche pas? Oui, bah, ça marche pas parce que, tu vois, ça a coulé. Oui, mais t'as réussi ou pas? Au moins une fois à libérer ton flottette? Ah oui, oui, tu vois. Mais bon, quand j'étais au sport, ça a pas marché. Ok. Donc, on revoit nos attentes. C'est-à-dire, euh, c'est une pratique qui demande du temps, de la conscientisation, qui demande de l'exploration, c'est un cheminement personnel. Se foutre une pression et vouloir que ça marche à 100% dès le début, c'est se mettre le doigt dans l'œil, clairement. Non, ça ne sera pas comme ça. Comme tous les apprentissages. Donc, pour moi, une des erreurs, c'est ça, c'est de se foutre la pression et de voir ça comme un défi personnel. On n'a rien à gagner. En fait, on peut être fier pour soi, mais il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à, tu vois, moi, aujourd'hui, je sors pas victorieuse de mes toilettes parce que j'ai réussi, tu vois, c'est mon expérience. Donc, euh, donc, pas se foutre la pression et être douce avec soi-même. Ça, c'est l'erreur. Et puis la deuxième erreur, c'est quand on ne comprend pas comment ça fonctionne et de croire que c'est contraction du périnée. Et ça, je me bats parce que à chaque fois que je vois ça, ça m'énerve. Quand on dit oui, bah ça marche, c'est tant mieux si ça marche pour toi parce que tu arrives à serrer ton périnée, mais moi je peux pas parce que hein, voilà. C'est pas, c'est de croire ça, c'est une fausse, c'est une idée reçue. De toute manière, si on croit ça, ça ne marchera pas, c'est pas possible. C'est Donc sûr, voilà. parce que c'est pas le but, comme on l'a dit. Voilà. Après, bon, et se mettre en danger, hein, c'est-à-dire, comme j'ai dit, pas mettre des sous-vêtements adaptés, etc. Bah, se mettre en danger, c'est plus une manière de se traumatiser qu'autre chose. Donc voilà. Mais après, bon, d'erreur, non, je pense que rien n'est erreur parce qu'on expérimente. Donc en fait, c'est ce qu'on peut appeler des erreurs, c'est ce qui nous fait évoluer et ce qui nous fait apprendre la méthode. Donc après, tout est bon, tu vois. Oui, c'est ça, complètement. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais du coup des conseils pour celles qui voudraient commencer à tester du coup le flux libre instinctif? Ouais, bah écoute, là, je pense que j'ai déjà transmis tellement de choses que ça donne déjà plein d'outils pour se lancer parce que je fais pas beaucoup de rétention d'informations. Donc, j'aime bien donner et puis tant mieux, plus on sera nombreux à le pratiquer, mieux ce sera. Bah oui, conseil, équipez-vous bien avec des belles culottes, par exemple, où il y a aussi des serviettes lavables, mais je trouve que les culottes c'est mieux. Mais enfin, bon, voilà, chacune fait comme elle le sent. Buvez un peu plus d'eau quand vous avez vos règles pour que ce soit plus facile naturellement. Donc voilà, buvez un peu plus d'eau pour aller plus souvent aux toilettes sans que vous ayez à réfléchir. Et bah, expérimentez, prenez des petites notes, parlez-en autour de vous et surtout soyez curieuse, allez-y comme je sais pas moi, vraiment des exploratrices, des pionnières qui ont envie de juste apprendre un nouveau truc sans pression. Voilà. Et sans contracter son périnée. J'avais envie de le Sans rajouter. contracter, sans périnée, évidemment. Au contraire, détendez-vous. C'est ça. Voilà. Écoutez deux kinés du périnée, quoi. Stop, on Et s'il arrête. vous plaît. Laissez-le un peu tranquille, là. Exactement. Bon, ben nickel. Eh bien, en tout Voilà. cas, merci beaucoup, Mélissa. J'espère qu'on a déconstruit déjà plein de mythes sur le flux libre instinctif et que surtout, du coup, tu as pu donner tes meilleurs conseils, en fait, pour celles qui auraient envie de tester. Donc voilà. Je te remercie beaucoup pour ces 2 épisodes. Et puis, du coup, on suivra, du coup, très prochainement, du coup, le livre que tu vas sortir.
Je pense que je le mettrai dans le lien. T'hésiteras pas du coup à m'envoyer un message quand il sortira, comme ça j'actualiserai du coup le lien en fait de cet épisode de podcast pour que vous l'ayez juste en bas. Comme ça, s'il y en a qui nous écoutent en 2022, eh bien déjà bienvenue. Et puis du coup le livre sera sorti. Voilà, il sort printemps 2022 et je travaille sur un livre accessible à toutes, sans rétention d'informations. Il y aura tout l'essentiel avec des belles illustrations. Ce sera un guide, voilà, un guide à ouvrir à tout moment, dès qu'on a une petite question, dès qu'on a un doute, etc., pour vous accompagner. Bon, trop bien. J'ai hâte d'aller courir chez mon libraire pour aller l'acheter, mais bon, on va attendre encore un tout petit peu 2022. Et du coup, s'il y a des auditrices qui veulent te suivre, où est-ce qu'elles peuvent continuer à suivre toutes les informations? Alors, vous pouvez me suivre directement sur mon compte Instagram, melissa.cyclointima, où j'aime bien donner des informations sur le sujet, des petits bouts de ma vie. Maintenant, c'est nouveau, voilà. Un peu de tout. Et puis, mon site internet, cyclointima.fr. Et puis, sur YouTube, aussi, où je fais des vidéos sur un peu tous les sujets autour de la femme, la maternité, le flux libre instinctif, des petites conférences, des réflexions, etc. Donc il y a plein de choses à aller regarder. Et bien merci encore Mélissa. Je te souhaite du coup une bonne journée de ton côté. Et à bientôt sur Instagram, je pense. À très bientôt, merci beaucoup. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors j'espère qu'avec Mélissa, on a pu t'aider à en apprendre un peu plus sur tes menstruations et comment pratiquer le flux libre instinctif. Et surtout que ce n'est pas néfaste pour ton périnée quand il est bien pratiqué. Donc je t'invite à nous taguer sur les réseaux sociaux si tu testes la continence menstruelle. Et ne t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas dès le premier coup, je n'y arrive toujours pas totalement. Il faut persévérer. Et puis si comme moi, tu veux en savoir encore un peu plus, tu peux t'aider avec la formation de Mélissa, qui est directement sur son site cyclointima.fr. Et pour terminer, n'oublie pas que le meilleur moyen de soutenir Anahata Podcast, c'est de le partager sur les réseaux sociaux et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez, je te dis à bientôt dans un mois pour le prochain épisode. Prends soin de toi, des bisettes!